Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi, on passe en mode chef d'entreprise, le format du podcast Chef dédié à l'entrepreneuriat. Ici, on parle de celles et ceux qui font la food côté business et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous mon échange avec Jérôme Tourbier qui co-dirige avec sa femme Alice le groupe baptisé Les Sources. J'ai rencontré ce couple lors d'un dîner il y a quelques années. C'était chez eux, c'était chaleureux, je les avais trouvés beaux, ils avaient été adorables, leurs enfants étaient parfaits, bref, le tableau m'avait impressionné. C'était une campagne de pub inspiration Ralph Lauren Cross JFK, j'avais adoré. Donc bref, ce couple dirige les sources, comme les sources de Caudalie, les sources de Cheverny et bientôt d'autres sources qui vont inonder de leur esprit d'autres régions de France. Alors oui, quand on pense aux sources de Caudalie, de Cheverny, on pense spa, on pense hôtellerie. Moi je pense aussi à John Legend, car oui, John Legend est venu à la cool il y a pas longtemps se faire une petite parenthèse dans le Bordelais. On se dit donc palace aussi, car oui, les sources de Caudalie, c'est le seul palace bordelais. Mais vous le savez peut-être, ces adresses abritent aussi des tables qui méritent qu'on s'y attarde. Et le groupe a déjà décroché 3 étoiles, 2 pour les sources de Caudalie, 1 pour les sources de Cheverny dans le Val-de-Loire, entre Chambord et Chenonceau. Ça, c'est le boulot du chef Nicolas Mas et de ses équipes qu'on félicite au passage. Mais revenons-en à Jérôme qui gère donc tout ce petit monde et qui va nous raconter son histoire. Moi, c'est David Ordonneau, vous écoutez Chef d'entreprise et vous allez voir donc comment on se retrouve par amour à passer d'un grand groupe américain sur les Champs-Élysées à un château dans les champs bordelais. Comment en partant de zéro on bâtit une offre et on façonne les valeurs d'un groupe dans l'hospitality, comment on dessine la table qui va accompagner justement celles et ceux qui ont le plaisir de séjourner dans ces endroits, comment on choisit son chef, comment on avance avec lui. Allez, on va lui demander aussi s'il pense qu'on peut ouvrir un resto en province si on n'a pas l'hôtel qui va avec, et comment on bosse en couple, c'est quoi la recette pour avancer sans clasher, J'ai 1000 questions et vous allez voir que Jérôme a pour toute une réponse nette, une vision, une manière de faire et de voir inspirante. Allez, chers amis, le monologue est terminé, voici l'histoire de Jérôme Tourbier. Pour démarrer, je te propose de me donner une définition. Quand on va sur Instagram, sur ton profil, il y a écrit « entrepreneur de l'art de vivre ». Alors moi, j'aimerais qu'on rentre dans cet échange par ça. Comment tu définis cette notion entrepreneur de l'art de vivre? C'est déjà dur à dire, mais c'est très large. Entrepreneur de l'art de vivre, en fait, c'est parti un peu d'une constatation. Dans un dîner, quand tu disais que tu étais hôtelier, en fait, tu ne suscitais jamais l'intérêt. Les gens s'arrêtaient pas sur ce que tu faisais. Et puis la réalité aussi des choses, c'est qu'au fil du temps, on n'est pas que des hôteliers. On se retrouve évidemment à offrir le gîte, le couvert, mais dans notre développement de la collection des hôtels du vignoble, finalement, on est amené à proposer un grand nombre d'activités. Évidemment des visites de chais, des visites de vignobles, mais je dirais aussi on a une mission maintenant qui est de permettre à nos clients et aux gens qui nous confient des moments de leur faire vivre des émotions partagées. C'est ça qu'ils viennent chercher. Donc je me définis plus du tout depuis je dirais une quinzaine d'années comme hôtelier. Je ne vends plus des chambres, mais je vends des émotions partagées. Et donc ce terme d'entrepreneur de l'art de vivre qui était au départ presque une plaisanterie, a pris de plus en plus de sens au fur et à mesure que notre métier a considérablement évolué. C'est ça que je veux décrypter avec toi aujourd'hui, mais remontons le fil si tu veux bien, et celui de ton histoire en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous resituer l'environnement dans lequel tu as grandi? Moi, j'ai des parents qui étaient dans la presse, donc c'est pour ça que je suis super heureux de me retrouver face à toi aujourd'hui, parce que ton métier, c'est un métier finalement que je respecte infiniment et qui a bercé moi mon enfance. D'ailleurs, j'ai je pense à un moment rêvé d'être journaliste, et donc des parents qui m'ont soutenu, accompagné. J'ai manqué de rien et surtout pas d'amour, et donc j'ai eu beaucoup de chance. Je dis souvent aux jeunes gens que je croise maintenant et qui sont des candidats que je recrute. En fait, j'ai fait comme beaucoup de jeunes gens qui ont manqué de rien. J'ai fait ce que je devais faire. Alors, je fais des études convenables, une école de commerce. Et puis après, je me suis fait recruter par un grand cabinet de conseil américain qui s'appelait encore à l'époque Andersen Consulting, qui a changé de nom d'ailleurs pendant le moment où j'y étais. Et ça a été une de mes missions très intéressantes, d'ailleurs, ce changement de nom vers Accenture.
Et donc je faisais ce que je devais faire, c'est-à-dire des études convenables, un job qui allait me rémunérer. Ça te nourrissait une ambition? Ça te faisait envie quand même? Parce que là, on a l'impression que le truc file droit. Ouais, en fait, ça filait droit, mais ce que je dis je peux comprendre ce genre de parcours. Hein. Non, mais ce que je dis aussi aux candidats que je vois, c'est que finalement, entre 20 et 30 ans, on fait un peu ce qu'on doit faire. Et puis après, je crois qu'on réussit à un moment, on bascule et on fait ce qu'on veut faire. Et je le souhaite à beaucoup de gens. Mais on décide pas forcément. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ce cabinet de conseil, j'ai des patrons hôteliers. William, Jean-Louis, qui sont mes managers, sont des anciens de l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que Andersen, à l'époque, fait ce bureau révolutionnaire au coin de l'avenue avenue Georges V et avenue des Champs-Élysées, où tu sais, il n'y avait pas de privatisation de l'espace bureau. Tu réservais ton poste de travail, tu réservais ta salle de réunion à J-3 et ta salle de réunion à J-7 avec du catering, c'est-à-dire on avait un traiteur le nôtre au sein du bâtiment. Et alors avec des vues absolument incroyables qui allaient jusqu'à la Concorde et aux Tuileries. Et donc on faisait du guest relation, de la conciergerie. Nos clients étaient en fait les consultants, qui sont des gens en général très exigeants parce que très professionnels. Et donc les consultants qui passent beaucoup de temps chez leurs clients, quand ils revenaient à la maison, au siège d'Andersen, ils devaient avoir une prestation d'enfer. Et donc en fait, j'ai baigné avec des hôteliers. Et par la suite, quand j'ai décidé de partir dans l'aventure des sources, bah finalement, ça me semblait assez un univers en tout cas que je connaissais. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce que tu as retenu? Parce qu'il y a quelque chose qui est amusant là-dedans, parce que tu parles du contact avec l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent, qui t'ont accompagné, des petits tips, des choses que tu as vues à ce moment-là et qui t'ont servi ou même t'ont donné des idées ou l'envie d'aller plus loin sur ce terrain-là? Parce que c'était pas ça la perspective à l'origine finalement. Alors déjà, la première influence, et c'est la force d'un grand groupe qui plus est américain, c'est... moi, j'ai été très influencé par le sérieux, en tout cas, de la gestion, si tu veux. Et notamment, c'était incroyable parce qu'au premier étage, au coin de la plus belle avenue du monde, on avait un call center avec 11 personnes. Et ce call center, d'ores et déjà, on est en 1998, tu sais, il y avait un help desk, c'est-à-dire qu'on suivait déjà et on traçait déjà la nature des appels entrants, le temps qu'il nous fallait pour y répondre, et la nature de la demande. Et donc, mes équipes bien aimées de réservation vont savoir d'où vient mon obsession pour ça, pour une forme d'efficacité. Je trouve, donc, il y avait des process qui permettaient d'avoir un service. Ouais, c'était de délivrer. Par exemple, on était les champions du monde de l'accueil téléphonique. On avait un temps de relamping, c'est-à-dire quand il y avait un néon de grillé dans le bâtiment, on savait qu'il était remplacé en moins de tant de minutes. Donc, c'était de mettre des indicateurs de performance. Ah ouais. Je dirais d'aller chercher dans la le donnée service. sur. D'accord. Et je l'ai gardé avec des moyens maintenant de PME, puisque je suis maintenant chef d'entreprise d'une petite entreprise. Mais en tout cas, l'indicateur de performance et le fait d'avoir des gens engagés vers la performance, c'est un truc qui m'est resté. Ouais, qui s'est imprimé. Ouais. Et puis après, une capacité des managers aussi à ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'était fou. Parce que moi, c'était ma première expérience, mais je serais parti évidemment à la guerre avec mon boss parce que il avait une capacité, je pense, à ce que les gens s'engagent très très fort, quoi. Et ça se traduit par quoi, ça? Parce que quand on se le dit, on se dit bah oui, bah super. On l'a entendu 1000 fois, on l'a lu 1000 fois dans des ouvrages de management, mais concrètement, toi, tu retiens quoi quand tu disais que tu serais parti à la guerre avec lui? Ça tenait à quoi? Bon, déjà, moi, j'ai un tempérament à m'engager, donc il faut pas trop me pousser. Mais plus j'avance, plus je me dis qu'il y a plusieurs types de charisme et surtout plein de types de leadership. En fait, il faut surtout être soi-même un maximum. Et quand on est convaincu de ce que l'on fait, qu'on le fait avec beaucoup de sincérité, finalement, on trouve aussi des gens qui s'engagent auprès de nous. Donc, j'ai pas imité mon patron dans la manière de faire, dans les leviers, mais j'ai gardé en mémoire le fait d'avoir des indicateurs de performance, le fait d'avoir un niveau d'exigence et d'être capable de demander un engagement humain très fort. Mais aussi, j'ai gardé en mémoire le fait de le reconnaître et d'être présent quand il fallait dire merci, quoi. Et en entreprise, dire merci, c'est renvoyer l'ascenseur dans l'évolution et dans la rémunération. Après, il y a quand même quelque chose qu'on se dit là, c'est que il y a l'écrémage du temps. C'est-à-dire que en fait, ce que tu décris, c'est que
c'est pas on l'a ou on l'a pas, mais il y a un peu de ça quand même dans l'entrepreneuriat. Quand tu veux atteindre une position de manager et gérer une équipe dans l'hôtellerie et la restauration, c'est exactement la même chose. Là, on est en train de se dire que oui, on peut avoir des tips, mais ça tient beaucoup à ce qu'on est au fond. Profondément. Et puis cette profession, je trouve, ces métiers, ils sont absolument dingues parce que justement, je vois, c'est énormément de gens de savoir-être, des gens qui s'engagent dans notre univers parce que c'est des gens qui ont justement pas envie de faire de concessions sur ce qu'ils sont. Alors après, d'ailleurs, ça t'envoie un challenge d'entreprise parce que t'es obligé de faire une logique un peu collective avec des gens qui sont des individus forts. Mais je trouve que notre métier effectivement accueille un plein de gens qui ne renoncent jamais à qui ils sont. Comment s'opère la charnière quand on s'est embarqué, et tu le dis avec cette vingtaine, ces débuts professionnels dans une voie, comment s'opère la charnière, comment tu bascules, comment tu vas passer de là justement à l'endroit où on te connaît plus désormais? Écoute, c'est un choix par amour, tout simplement. Et puis, je sais pas, pareil, les jeunes gens que je croise, je dis, on essaye toujours d'aligner un petit peu le cerveau et le cœur, les deux comptent. Et donc moi, j'ai suivi Alice, qui était la fille que j'aimais à l'époque, qui est depuis mon épouse et mon associé en affaires, du coup, les deux, c'était le package complet, mais elle voulait s'impliquer dans ce projet familial des Sources de Caudalie, puisque c'est sa famille qui avait fait construire l'hôtel dans sa première version, en tout cas sa taille d'origine, et elle voulait revenir. Elle vivait à l'étranger, elle vivait aux États-Unis, et elle a voulu revenir et s'impliquer dans ce projet. Et en fait, ensemble, on a déjà aussi très inspiré par l'environnement de ce domaine bordelais. On a finalement, la famille d'Alice avait des problèmes avec les gérants de l'hôtel qui avaient lancé la maison, qui n'étaient pas des gens formidablement scrupuleux, visiblement. En tout cas, pas aussi engagés que des membres de la famille. Et en fait, on a dit à la famille d'Alice, écoutez, vous cherchez un directeur de 50 ans, nous on a 25 ans tous les deux, on prend son salaire, on divise par 2. Et on est parti dans cette aventure d'hôtelier à l'époque, d'entrepreneur de l'art de vivre, et en se disant avec beaucoup de bon sens, parce qu'on n'avait pas les clés du métier. C'est pas parce que j'avais des patrons hôteliers que je connaissais réellement mon métier. Non, et puis il faut que tu nous expliques quand même le changement. Il y a quand même un petit changement d'atmosphère. J'imagine que tu ne débarques pas dans l'inconnu puisque tu connaissais Alice et certainement aussi l'environnement familial. Là, on passe quand même d'un angle qu'on a décrit, de l'avenue Georges V aux Champs-Élysées à la région bordelaise, un cadre beaucoup plus naturel, un environnement qui n'est pas du tout le même. Comment ça se passe les premiers temps, parce que c'est quelque chose quand même, c'est un vrai changement de vie en l'occurrence. Alors c'est un changement mais absolu, parce que et notamment le truc qui était le plus marquant au départ, c'est de vivre avec les saisons, parce que tu es vraiment à la campagne, donc il y a pas d'éclairage public, tu vois. Tu vois. Et donc les saisons, tu les vois passer. Ouais. Non, il y a eu un engagement, si tu veux, on s'est dit, on l'a tenté, c'était un pari, et c'était une chance aussi de dingue. C'est quand tu es jeune et que tu n'as rien à perdre, en fait, tu les prends, c'est pareil. Moi, mes copains qui veulent devenir entrepreneurs alors qu'ils ont déjà un peu réussi ou qu'ils ont déjà des choses à défendre, c'est difficile. Nous, on s'est lancé là-dedans en disant. Vous aviez quel âge tous les deux? On avait 25 ans tous les deux, ouais, donc on n'a pas réfléchi, si tu veux. Et après, deux atouts majeurs, l'idée était bonne, donc le site était beau, et on était deux. Donc ça nous a pardonné toutes nos erreurs nombreuses, on les a fait toutes les bêtises. Donc le passif, c'est un joli site qui mérite d'être d'être projeté dans l'avenir, d'être géré différemment, tout ça. Mais ça, c'est un passif existant. Ouais. Que vous reprenez en main. Ouais, alors passif, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est déjà un lancement d'hôtel, parce que j'en ai fait d'autres après. Je resterai humble vis-à-vis de ça, parce que c'est une aventure incroyable. C'est-à-dire, tant que les clients se sont pas appropriés les lieux, en fait, tu le connais pas. Tu sais pas. Ouais. Et non, c'est juste que peut-être que les gens qui s'étaient impliqués dans ce projet étaient pas aussi bien intentionnés sur le très long terme que nous. Ouais. Je le dirais comme ça. Ouais, donc nous, on est arrivés très jeunes. Trop jeune sans doute, mais uniquement armé de bonnes intentions. Si tu veux, je raconte qu'à l'époque, on pratiquait le revenu management, on changeait de tarif tous les jours, mais on faisait pas exprès, quoi. C'est-à-dire, on confirmait jamais les bons prix de chambre. Enfin, c'était très folklorique. Donc, heureusement, si tu veux, la base était suffisamment
solide et nous on était armés de bon sens, donc on a Vous partez réussi. la fleur au fusil, quoi. Vous vous dites, on a envie de faire ça, on va le faire, on s'aime, ça va être notre aventure à nous. Si je suis honnête, Alice, elle avait déjà participé au lancement de l'hôtel 1 an et demi avant, donc elle avait fait genre son projet de fin d'études là-dessus, donc elle connaissait les lieux, elle avait suivi le projet, c'était quand même chez elle. Voilà. Mais pour la petite histoire, j'ai d'ailleurs commencé, elle m'a rejoint que 2 ou 3 mois avant. Donc moi, mes débuts, je me suis pointé à l'hôtel seul, bonjour, avec mon costume cravate, et puis j'arrivais en cuisine comme ça au pas, je mettais la main sous la table chaude, et puis le chef me disait mais vous êtes qui? Et bonjour, voilà. Et je me suis présenté aux équipes comme ça. On en rigole aujourd'hui avec la famille d'Alice, et finalement, du coup, ça a mis aucune pression. On n'a pas eu de présentation en grande pompe, et puis on a vécu en fait 5 ans à l'hôtel au-dessus des cuisines, et on a appris notre métier. En faisant tout, en ayant la fuite d'eau au milieu de la nuit, le réceptionniste de nuit qui vient pas. Et finalement, on a comblé nos manques en étant en fonction. C'est quoi les intentions au début? Tu parles de ces intentions, on arrivait avec nos belles intentions. Vous vous disiez quoi? C'était quoi votre rêve quand vous répétiez? Et j'imagine que c'est quelque chose qui ne se tarit pas, et c'est ce vers quoi on va finalement, ce à quoi on pensait dès le début. Vous vous disiez quoi, vous, quand vous vous projetiez? Est-ce qu'on avait une idée de ce qu'allait devenir l'hôtel? Ouais, en termes d'énergie, d'ambiance, de ligne que vous vouliez imprimer. Très franchement, on est façon boxeur dans les cordes. On comprend rien. Et c'est une période qui paraît très longue. On met 5 ans à comprendre ce qu'on veut. 2001-2006, on comprend pas. On est dans une lessiveuse. On accueille du mieux possible, mais d'ailleurs, on manque d'affirmation. C'est-à-dire qu'on voit que dans un hôtel, il y a des pétales de frangipanier au service de couverture, tu sais, pendant que les clients sont au restaurant. Et donc, on se dit que nous, il faut qu'on mette des pétales de tulipe. Tu vois, on a du mal à affirmer réellement qui on est. Et ça, on le fera à partir de 2006 seulement, d'affirmer une identité de service. Donc, ces 5 années-là, où la maison est quand même belle et le service est de qualité, mais on sait pas exactement qui on est, on sait pas surtout ce qu'on veut être. Alors parlons d'un secteur très précis et qui intéressera forcément notre audience ici, qui est celui de la cuisine. Tu l'as un petit peu évoqué lors de ton arrivée. Comment on fait quand on débarque de Paris dans une région où les gens sont peut-être installés et ceux qui y travaillent dans cet endroit peut-être vivent à côté, il faut se faire accepter. Quand a priori, et tu vas nous dire quel est ton niveau ou ton expérience en cuisine, il est peut-être pas professionnel, et voilà. Comment on aborde cette partie-là? Comment on se fait accepter? Comment on l'envisage? Comment on la projette? Alors, peut-être 2 choses qui me décrivent. Moi, j'estime avoir plus appris dans des vestiaires de sport collectif et cuisiner? Au rugby, pardon, pas à cuisiner, mais je te dirais à parler aux gens. Donc, ce phénomène de brigade, ce phénomène d'équipe soudée, ouais, tu connais. En tout cas de gens qui ont besoin d'une parole vraie, ça m'a pas du tout impressionné ou gêné. J'adore d'où vient notre métier, le compagnonnage, la transmission, le respect du travail bien fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même, les gens de nos métiers sont des énormes bosseurs, ils ont une loyauté de dingue, ils veulent juste qu'on les prenne pas pour des cons. Et ça se comprend. Donc moi, je prends pas les gens pour les cons. Donc ma capacité à saisir la patte humaine, ça m'a sauvé, je pense, dès le début. Et après, mon inculture gastronomique, puisque là, David, malheureusement, tu es appuyé là où ça fait mal. C'est-à-dire que moi, même si tu veux les spaghettis, j'étais capable de les faire trop cuire. Donc là, en revanche, c'est une autre peut-être de mes, je dirais, qualités, en tout cas de mes aptitudes. Je m'y suis intéressé, mais intensément. Donc je connais l'histoire du guide Michelin et je connais certainement des maisons que je n'ai jamais visitées. J'en connais l'histoire, les propriétaires, les spécialités. Et puis je me suis intéressé surtout, c'était ça le plus passionnant. Avec Franck, notre chef de l'époque, et l'équipe de cuisine, je me suis intéressé à tout ce qu'il faisait, à la façon dont il cuisinait, pourquoi ça marchait, comment ça plaisait, etc. Mais ça, tu l'as fait naturellement ou tu t'es dit que c'était opportun et qu'il le fallait absolument? On sent qu'il y a du goût quand même dans cette histoire, que c'était un plaisir aussi, j'imagine. Ouais, forcément. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans notre métier d'entrepreneur de l'art de vivre, je dirais qu'Alice a plutôt l'univers du spa et moi plutôt l'univers de la restauration. C'est là que j'en reviens à la genèse de cette rencontre, parce que j'ai vu un post d'Alice sur Instagram avec je ne sais plus quelle star immense qui était venue chez vous. Je lui ai quand même écrit waouh, parce que j'étais bluffé. Et je lui ai dit mais attends, il faut absolument que vous veniez raconter l'histoire. Et elle m'a dit ah là là, si tu veux parler gastronomie, ce sera pas moi, ce sera Jérôme. Donc voilà.
Ouais, alors ça, c'est aussi des questions un peu de territoire pour réussir à bosser ensemble, parce que comme tu vois, on se le disait, 20 ans de vie commune, perso et professionnelle, faut un peu ces territoires. Et donc voilà, donc la gastronomie, non, je me suis passionné, mais je pense, encore plus passionné pour les gens de ce métier. Moi, j'ai aimé en France de se dire que des bosseurs, des gens aussi engagés avec du savoir-être, j'ai accompagné, en tout cas j'ai vécu cette mutation depuis 20 ans, que les chefs de cuisine deviennent des stars de la télé, que les gens de notre profession soient aujourd'hui, si tu veux, portés comme des réussites. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et notamment j'ai une anecdote, parce que donc nous on est diplômés de Subdeco Bordeaux avec Alice, et puis un jour on reçoit, mais c'est vraiment dans nos premiers mois, on reçoit le directeur du groupe à l'époque ESC Bordeaux. Et puis on vient le saluer, et puis on lui dit, vous voyez, Subdeco, ça mène à tout. Et puis il nous dit, mais il n'y a pas de sous-métier. Et donc ce mépris de classe qu'il y avait un peu pour nos métiers, ça m'a plu, moi, depuis 20 ans, de valoriser nos métiers. Puis quand je vois qu'aujourd'hui, j'ai des parents qui viennent me voir en me disant, mes enfants font de la pâtisserie, ils ont envie de faire du service. Voilà, l'intelligence de la main, ça c'est génial. Ça a switché. Avant tout l'humain, tu vois, ma porte d'entrée, moi, ça a été les gens. Et puis après, la technique de cuisine, je suis capable de l'observer, de l'apprécier, mais je dois confesser que je suis toujours un mauvais cuisinier. J'ai tenté 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai à la même époque, là, à mes débuts, de reproduire des recettes, ouais. Mais j'étais exténué, je recevais les gens à dîner, en fait, j'en pouvais plus, quoi. J'avais passé la journée. C'est injouable. Mais c'est un vrai sujet. Incroyable. C'est un vrai sujet. Quand on est restaurateur ou hôtelier et qu'on a une table chez soi, s'emparer de l'équipe, gagner son respect et gagner en fluidité, essayer de l'amener, de lui donner les moyens et surtout, en fait, tout simplement de bien se comprendre et de s'entendre. C'est un vrai sujet. Combien de restaurateurs ont baissé les bras? Combien de chefs se sont sentis incompris? C'est pas la majorité, mais c'est extrêmement courant. Ça, c'est un vrai gros challenge quand on est chef d'entreprise et pas celui qui cuisine, c'est d'avoir cette entente avec celui qui cuisine. Et tu peux pas nous dire que ce n'est juste qu'une histoire d'attitude? Ou alors si, et je doute pas que tu sois tout à fait capable de créer ce lien-là. C'est aussi beaucoup une entente, une compréhension sur qui est responsable de quoi. Moi, par exemple, aujourd'hui, mes chefs de cuisine, j'ai acquis une certaine légitimité, parce qu'il y a eu une partie pas trop désagréable, David, c'est que j'ai pu aller goûter quelques cuisines de chefs et en France et puis dans le monde, et donc me faire désormais une culture gastronomique, si tu veux. Et donc aujourd'hui, presque d'être capable d'évaluer d'ailleurs nos tables en sachant dans des critères de qualité. Mais ce que je fais avec mes chefs, c'est que je leur parle de plus en plus maintenant comme un client, presque. Je leur dis ce que je ressens comme client, et puis après, je les alerte de temps à autre sur les tendances. Mais mon boulot maintenant, c'est de plus en plus de les conforter dans leurs convictions. Oui, mais là, à l'heure où on se parle vous avez 3 étoiles. En tout, quasiment, non? De plus une. Oui, ça, t'as raison. Pour les additionner, c'est on pas va mal, faire c'est comme ça qu'il faut le dire. De plus une sur 2 lieux, donc 3 étoiles en tout. Donc oui, forcément, aujourd'hui, il y a l'air. C'est-à-dire que voilà, ça continue. Mais à l'époque où tu reprends et où tu débarques et où il y a un chef et qui est déjà en place, c'est une alchimie qui est pas facile à trouver, quoi. Et pour autant, on a l'impression que ça a été facile. Ouais, c'est un peu triste parce que finalement le chef qui était là quand on est arrivé et que on s'est finalement quitté, on s'est sûrement quitté quand nous on est arrivé au constat et on a eu la maturité suffisante pour dire qu'il pourrait pas amener la table à un niveau où elle devait être. Et ça arrive au moment où vous commencez à vous emparer du lieu, à vous dire, OK, voilà ce qu'on a envie de raconter et comment on a envie de le raconter. Exactement. Et quand on arrive à poser ces mots-là et la perspective qu'on a envie de suivre, on écrit quoi, justement? Là, on est toujours en région bordelaise. Pour l'instant, on se parle pas de la Sologne. On s'écrit une identité de service. Qui est-ce qu'on est? Quels sont les mots que les clients devraient mettre sur leur questionnaire de satisfaction ou en parlant de nous? Et nous, on a écrit 5 valeurs: bien-être, générosité, authenticité, exception, émotion. 5 valeurs avec lesquelles, en fait, tous nos choix de service vont être passés à travers ce tamis-là. Et donc, après, ça renvoie à la question précédente. C'est, du coup, après, il y a les hommes et les femmes pour jouer cette partie-là. Mais quand tu affirmes déjà ce que tu veux faire avec les clients, finalement, tu affirmes aussi un peu plus les règles du jeu, quoi. Et donc, tu te trompes un peu moins sur les gens qui seraient venus jouer une partition qui ne serait pas celle-là. Et puis, tu vois, il nous faudra 10 ans de plus, 2017, pour affirmer qui l'on est en tant qu'entreprise. Et là aussi, de dire, attendez, voilà ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entreprise, voilà ce qu'on ne peut pas faire. En fait, ne jamais tromper les clients sur la marchandise, ne jamais tromper les équipes sur la marchandise, mais
ça a été un processus, tu vois, quand on y pense, beaucoup de temps, 5 ans pour comprendre qui on est, 10 ans de plus pour savoir où on veut aller. Comment on c'est danse. Le chef, en l'occurrence, quand on fait le constat et qu'on se dit ce truc un peu douloureux, on a envie d'aller là, on commence à voir les contours et en tout cas le chemin qui nous permettrait d'y aller, et la personne qui est en place n'est peut-être pas le meilleur élément pour le faire. Comment on se sépare de quelqu'un dans ce cas de figure? Alors, Est-ce qu'on se parle de ça? nous, avec Alice, on est des gens très constants et je pense très patients. Et donc, quand je pense à ce chef, c'est lui qui est parti. Et il a mené le constat qu'il n'y arriverait pas. Donc, en fait, parce que c'est quelqu'un de très pro, très intelligent. Et surtout, en fait, ça renvoie à quelque chose qui est plutôt classique en entreprise. C'est il y a des gens qui sont faits pour être des numéros 1 et il y a des gens qui ne sont pas faits. Mais être un formidable numéro 2, on fait des carrières de dingue et c'est génial. Bien sûr. Mais être numéro 1, accessoirement aujourd'hui dans une cuisine, où l'univers des chefs de cuisine a totalement changé, parce que il y a la création culinaire, mais il y a le management, le suivi de l'hygiène, les achats, etc. C'est devenu un job très 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 complet et il n'y a pas beaucoup d'élus pour être des vrais grands chefs de cuisine d'hôtel. Il n'y a pas beaucoup de profils finalement qui réussissent ça. C'est intéressant parce que d'un point de vue managériel, ce que tu décris, c'est une attitude. Enfin, j'ai l'impression que vous plaidez du côté de l'attitude la plus saine qui soit. On dit, voilà nos objectifs, et de fait, naturellement, soit ça suit pas. Ouais, puis comme je te le disais, en mettant en plus des indicateurs de performance objectifs, on s'est un peu mis à l'abri de ce qui nous est arrivé aussi dans nos jeunes années, c'est-à-dire parfois les gens ont l'impression que tu exprimes des choses et que moi je dis souvent à mes équipes, je ne parle que de ce que vous faites, jamais de qui vous êtes. Qui vous êtes, je le remets jamais en question. Et aujourd'hui, en revanche, on est dans une époque d'écorché vif. Et donc, ça veut dire que les gens, quand tu as du mal à parler de ce qu'ils font parce qu'ils entendent que tu attaques ce qu'ils sont. Donc, en mettant des indicateurs de performance qui soient tout simplement aussi vis-à-vis de nos équipes, hein, c'est pas que vis-à-vis de, je dirais, des chiffres, eh ben, tu peux avoir une évaluation objective de la performance des gens. Voilà. Donc, ça a été le travail qu'on a fait depuis plusieurs années. On va se parler d'évolution évidemment et puis de l'ouverture d'autres lieux. On va se parler de la Sologne évidemment, mais là en l'occurrence, comme on remonte le fil chronologique, est-ce que ces indicateurs de performance, t'arrives à les calquer au bout d'un certain temps sur la cuisine et sur l'offre qu'on va proposer? Parce que côté bordelais, il y a plusieurs tables. L'offre, elle s'est déployée petit à petit ou comment ça? Il y avait d'ores et déjà 2 tables, c'est-à-dire une auberge et la Grand Vigne, qui est le restaurant qui a 2 étoiles au guide Michelin depuis 2015. Enfin, la chance qu'on a, c'est d'avoir 2 identités, donc de pouvoir affirmer 2 présentations. Je vais parler du travail d'Anthony, notre chef pâtissier bien aimé, et qui a tout compris. À l'auberge, je dis à Anthony, vous savez que le luxe aujourd'hui, c'est des classiques mais fait par des grands professionnels, parce qu'en fait, on a des tartes au citron meringuées partout dans les restaurants, mais c'est souvent pas fait maison, donc c'est triste. Et donc, on fait un pain perdu brioché pour 2, on fait des tartes de saison magnifiques. Et alors, moi, je trouve que ça, c'est un luxe extraordinaire de goûter de nouveau des desserts qui sont des classiques, mais parfaitement réalisés. Qui est une veine qui est assez suivie en cuisine, hein. C'est un peu les intentions de Jean Humbert au Plaza, des choses comme ça, hein, d'aller chercher des classiques. Ouais, c'est revenu il y a quelques années et c'est bien, à mon avis, pour les clients finaux. En tout cas, c'est toujours les clients qui décident. C'était aussi qui nous l'exprimaient. Et puis, en revanche, côté Grand Vigne, côté restaurant gastronomique, là, moi, je trouve que ça touche tellement à l'émotion. Je trouve que une étoile, c'est presque un standard de qualité. Et puis après, 2 étoiles, c'est un engagement qui est fort. Puis 3 étoiles, c'est un aboutissement. Mais donc ça veut dire que sur la table étoilée, je dirais que Nicolas, notre chef, et Anthony, notre chef pâtissier, et puis leur équipe, parce qu'évidemment ils font pas ça seuls. Déjà, il faut une cohérence, il faut un prolongement. Il faut que le sucré soit le prolongement du salé. Mais je dirais qu'il faut qu'ils laissent absolument parler leurs émotions à eux. Et donc là, c'est autre chose. Donc pour te dire, il y a une restauration dite presque commerciale où il faut faire ce qui est dans la tendance, il faut que ce soit bien fait. Et ça, on peut pas le négliger. Et puis après, les émotions à table, les cuisines d'auteur, alors ça veut dire que les gens soient dans le meilleur contexte émotionnel possible pour créer et atteindre la cible, quoi. Tu
parlais justement de ces indicateurs de performance. Est-ce que tu arrives à les plaquer sur la cuisine? Est-ce que tu vas en plaquer rapidement? Et si oui, lesquels? Comment on mesure la performance d'une cuisine? On a vu qu'il y avait une dichotomie forcément entre l'offre plus ouverte d'une table et une offre gastronomique centrée sur l'émotion. Alors, s'il y a effectivement un endroit où on peut pas mettre d'indicateur de performance, c'est bien dans la cuisine, en tout cas dans les assiettes. C'est-à-dire que là, on touche à des choses qui sont de l'ordre de l'émotion. Donc, il y a l'émotion de ceux qui les réalisent. Il faut qu'ils aient des intuitions, des envies, qu'ils essayent. Tu vois, ça serait en revanche un peu de méthode. C'est-à-dire de dire, c'est pas parce que j'ai eu l'idée et que je teste. Voilà, nous maintenant on s'impose aussi de tester plusieurs fois, c'est-à-dire on lance pas des assiettes comme ça sans filet. Donc non, il n'y a pas réellement d'indicateur de performance quand on touche à des assiettes d'exception, parce que tu vois l'émotion, évidemment à table, c'est les gens avec qui tu es, le moment, et puis faut que ça tombe au bon moment. Après, on sait aussi quand même qu'en mesurant la satisfaction de nos clients, on sait si on est dans le vrai ou pas. Quand les gens nous disent qu'ils ont passé un excellent moment, on se dit que... Mais je veux dire, tu mesures pas le temps parce que quand tu dis indicateur de performance, ce truc dont je me rappelle de la productivité. Je me dis, mais ça se trouve, il mesure le temps passé à table ou le nombre de bouteilles ou le truc qui est parti. Non, vous n'êtes pas dans cette mesure-là. Non. Pardon, les indicateurs de performance sont uniquement, ont 3 dimensions pour nous. Il y a le fait que les clients soient heureux, la maison fonctionne bien et soit correctement gérée, donc ce serait plutôt sur des dépenses. Et puis un 3e élément qui est de la satisfaction, en tout cas l'engagement des collaborateurs. Mais non, on n'est pas dans un travail de productivité du temps passé. On voit bien d'ailleurs que la gastronomie ne s'y prête pas forcément. Oui, et puis même les choses de qualité, c'est d'avoir aussi un peu de temps pour réfléchir et produire. Et ce que me dit souvent Nicolas, notre chef, c'est de dire justement de se trouver, de se libérer du temps pour créer. Donc il faut une maison qui marche commercialement, très bien. Et puis, il faut réussir à avoir des plages où on réfléchit, on crée. Comment on trouve justement celui qui va porter ça? Et là, on en arrive à ce stade et on parle de lui, ce chef qui va succéder au premier que tu avais connu et qui va vous emmener sur la route des étoiles, en l'occurrence. Je pense qu'on se choisit l'un et l'autre, parce que moi, je ne suis pas le seul à choisir. Nicolas, mais je pense aussi à Aurélien, qui est notre chef sommelier depuis 20 ans. Ces 2 personnalités, on a, je pense, en commun. Moi, on appelle ça entre nous, je leur dis, c'est l'ambition de marathonien. Même s'il y a qu'Aurélien, notre chef sommelier, qui est un vrai marathonien dans le trio. Mais c'est-à-dire de se dire que toute amélioration doit être tenue ad vitam. D'être capable d'être ambitieux mais de pas être des étoiles filantes, de progresser méthodiquement. C'est hyper intéressant donc, ça, de se dire qu'on va mettre un point en plus, mais que si on le met en plus, il va falloir qu'il dure. Et ainsi, petit à petit... Et on fait ça depuis 15 ans, si tu veux, et on a le sentiment qu'on a encore plein de choses à améliorer. Et voilà, et donc on est toujours effrayé, on a en commun tous les 3 d'être effrayés par des gens qui promettent monts et merveilles, qui changent, qui mettent à droite ce qui était à gauche, etc. Parce qu'on sait que c'est souvent des gens qui s'essoufflent. Donc on est réunis, je pense, tous les 3, et puis avec Nicolas, quand on s'est connus il y a 15 ans, je crois qu'il est venu nous rejoindre parce qu'on était ambitieux, mais il est venu nous rejoindre parce qu'il est ambitieux. Mais c'est une ambition que moi j'adore parce qu'elle est saine, elle est posée, elle est dans le long terme, et puis c'est très important aussi dans notre univers. Je lui dis, vous avez toujours été un manager moderne, c'est-à-dire ça se fait aussi évidemment dans le respect des personnes. Les personnes, ça s'appelle les producteurs, les gens qui nous fournissent, puis ça s'appelle évidemment les équipes. Et voilà, donc c'est une ambition qui est bien placée pour moi. La détermination sur le long terme, creuser son sillon, mais pas le faire au détriment des autres ou pas être le hit de l'année et tomber en désuétude l'année d'après. Quand il arrive, là on se parle de valeurs, on se parle d'une philosophie, presque d'une manière d'aborder, de regarder l'avenir. Il y a sa cuisine. C'est quoi les souvenirs que tu peux avoir ou que vous aviez avec Élise quand vous l'avez découvert, ou quels ont été les marqueurs qui vous ont parlé? Est-ce qu'il y a eu une symbiose évidente? Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là quand on découvre le faire, en fait? Ouais, Nicolas, il était à ce moment-là au Pays Basque, donc il avait adopté, je dirais, les produits. Le piment d'Espelette. Ouais, les produits du Pays Basque, et où t'as pas mal de choses, tu vois, l'océan, la montagne, t'as pas mal de trucs à disposition. La grande force de Nicolas dès le début, et qui aujourd'hui s'est affirmé, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire simple et dont la technique a toujours servi l'émotion.
le produit. Donc d'ailleurs aujourd'hui il fait de plus en plus d'assiettes avec Léo qui l'accompagne, des assiettes monoproduits, ils partent là-dedans. Et en fait, l'émotion est là. Donc, c'est jamais quelqu'un qui a voulu faire des démonstrations un peu techniques. J'ai trouvé la technique sert toujours le produit. Assez logiquement, quand il vient nous rejoindre, il fait la même cuisine que celle qu'il faisait. Et puis après, il part dans une thématique qui était vachement bien, mais à mon avis aussi relativement réfléchie, qui était de l'océan à la vigne, parce qu'on n'est pas si loin de l'océan. Et donc, ça nous permettait aussi de travailler des produits de la mer qui nous plaisaient bien. Et ça l'emmène à 2 étoiles. Et depuis les 2 étoiles, je dirais depuis 5-6 ans maintenant, il a quelque chose qui est presque plus radical, qui va plus à l'essentiel, qui s'appelle terre de vigne. Donc, c'est-à-dire de se servir de tout ce qui l'entoure. Donc, ça va être une recette, la pomme de terre vigneronne, une recette roborative, évidemment, qu'il a affiné d'un repas du vendangeur. Ça va être le verjus qui est utilisé dans l'élaboration des grands vins. Et donc finalement aujourd'hui, il assemble ses assiettes comme des grands crus. Et voilà. Et donc moi, ce qui a été super en tant qu'observateur, mais lui, il a fait le chemin seul. C'est pas nous, mais ce chemin d'une progression constante. Voilà. Et nos clients, du coup, en profitent et se régalent. Donc moi, le seul mérite que j'ai, c'est qu'on soit en phase, qu'il se soit senti dans un environnement suffisamment serein et rassurant pour s'exprimer. Et voilà, mais on lui doit beaucoup et on est très heureux surtout de ça. Faut qu'on se raconte un truc parce que les chefs me le racontent aussi, mais j'ai jamais entendu de la part de celui qui collabore avec eux justement. On s'est dit ça comme ça, là, il y a des étoiles qui sont tombées entre-temps. Vous l'avez vécu comment? C'était comment ce moment-là? Les étoiles? Ouais. C'est un truc quand même. Bah, c'est des super reconnaissances. C'est aussi des chocs parce qu'en fait, on se rend compte que dans notre profession, il y a beaucoup de gens qui aiment gagner des étoiles, qui sont des gens de challenge et qui après sont un peu presque désemparés quand ils l'ont. Voilà. Donc c'est des chocs, mais pour le mieux. Je reprends Alain Ducasse qui dit les étoiles Michelin, on peut vivre sans, mais on vit quand même vachement mieux avec. Ouais. Donc avoir la reconnaissance, être une table qui vaut le détour. Voilà. Après, c'est toujours une invitation aussi à t'améliorer. C'est-à-dire que les clients viennent avec une exigence supplémentaire et donc forcément tu t'adaptes à ça. Donc non, c'est évidemment que des bonnes nouvelles. Toi, c'est raconté avec une grande sérénité, quoi. Je me suis dit, t'allais me dire non, mais c'était formidable le jour où c'est arrivé, c'était fou, on était comme non, ça a été c'est construit, tout est très construit chez vous. J'ai l'impression quand même. Construit, non, c'est parce qu'on a maintenant le recul, tu vois, 2015, enfin, l'étoile de Cheverny, c'était 2022. On connaît, entre guillemets, les recettes. On sait ce qu'il en coûte en termes d'efforts et d'engagement de la part des équipes pour les avoir, mais on sait aussi que ça n'est jamais l'effet du hasard. Les gens qui sont distingués au guide Michelin, ils le méritent. C'est pas terminé, il reste du boulot. Est-ce que vous vous êtes dit, la table est un levier, et est-ce que les gens vont venir chez nous, désormais, peut-être que pour dîner ou déjeuner? Ou pas forcément? Est-ce que vous avez envisagé justement d'atomiser, d'éclater un petit peu la proposition en vous disant qu'on ne pouvait la saisir que par une seule de ses facettes? Alors nous, on fait des destinations, que ce soit à Martillac, à Cheverny, bientôt à Vougeot en Bourgogne, et donc ça veut dire que les gens viennent pour une expérience ou un moment en tout cas dans son ensemble. Donc j'ai pas assez de place d'ailleurs pour accueillir beaucoup de clients extérieurs. Je les accueille souvent et c'est pour ça aussi que je suis ouvert le samedi midi et le dimanche midi. C'est pour accueillir des clients locaux qui ont envie de venir goûter notre table. Mais on est avant tout une destination. Donc en fait, le mieux c'est quand même de passer par les 2 ou les 3 tables, d'avoir des soins au spa et d'avoir un séjour complet. Mais ça, c'est une volonté, une philosophie, une volonté économique, ou parce qu'on pourrait très bien se dire, attends, on a quand même une table qui envoie, on a un peu de notoriété, on vient d'attraper des étoiles, enfin en l'occurrence on se parle d'il y a une dizaine d'années, mais on aurait pu se dire tiens, il y a carrément une offre gastronomique à décliner, ça pourrait être un terrain dans le terrain, quoi. Pas tant que ça finalement. Alors on l'a fait avec cette épicerie gourmande qui s'appelle Rouge, où justement on a cette table 2 étoiles, on a cette auberge champêtre qui ne désemplit pas et qui accueille elle beaucoup de clients locaux et notamment de gens de la région. Et puis on a Rouge qui fait d'ailleurs le bonheur des vignerons voisins qui viennent boire un canon et déguster une assiette sur le pouce. Mais
Non, c'est une constatation heureuse, si tu veux. C'est le fait de dire que quand tu es à la campagne, en fait, et que quand les gens viennent pour toi, en fait, ils restent sur site. Moi, j'ai plein de clients qui arrivent avec une voiture de location et finalement, ils repartent pas parce que les gens ont envie de s'arrêter. Ils ont des rythmes de vie, ils sont souvent sur la brèche dans leur vie professionnelle et donc le temps d'un week-end de 3-4 jours, en fait, ils débranchent complètement et même le wine tour dans le Médoc, on l'annule parce qu'ils disent non mais attendez, moi je veux. Je suis bien ici. Voilà. Donc ce qu'on appelle en termes professionnels ce captage chez nous, il est quasiment de 100%, c'est-à-dire en fait les gens sont là. Et le problème, c'est que j'ai que 14 tables au restaurant gastronomique et que j'ai 61 chambres. Et donc, c'est plutôt ça le problème, c'est de trouver une date. Voilà. Comment s'est écrit la suite de l'histoire? Et on s'en est parlé un petit peu là, on l'a un petit peu évoqué avec Cheverny. Comment ce projet arrive et comment vous vous en emparez et quelle est l'intention? Est-ce qu'on se dit on duplique? Parce que là, on se parle de terroirs très marqués quand même. Les deux sont très marqués. Donc, j'imagine que vous n'y êtes pas allé de la même manière, avec les mêmes envies. Ouais, le plus beau compliment qu'un client commun m'ait fait, c'est on a retrouvé tout ce qu'on a aimé à Bordeaux, mais c'est différent. Et c'est vraiment ça, tu pointes le bon sujet, c'est d'y aller avec suffisamment de souplesse pour se dire qu'on peut pas dupliquer, standardiser. Il faut faire des lieux vernaculaires qui ressemblent à leur environnement. La Loire, moi j'ai des parents qui ont une maison en Touraine depuis longtemps, donc c'est un lieu, une région que je connais, que j'apprécie. Et puis c'est une région qui ressemble à la France finalement. Tu as des produits, tu as des maraîchers, tu as des vignes, tu as évidemment un tourisme culturel qui est complètement fou, sur lequel nous on s'est adossé. Et puis ce qu'on a identifié, c'était certainement qu'il y avait un déficit d'offres, c'est-à-dire que les autocaristes qui allaient visiter Chambord sur la journée mais qui rentraient à Paris, certainement ils méritaient, s'ils avaient une offre d'hébergement haut de gamme, ils seraient restés. Et ça a été notre pari, il a été gagnant. D'autant plus qu'on avait vu que les gens en fait changeaient 3 fois d'hébergement pour visiter 3 châteaux de la Loire. Et donc en se mettant à Cheverny, à 3 km du château de Cheverny, à 10 km de l'entrée du parc de Chambord et à 30 km de Chenonceau. On pourrait rester là tranquillou et rayonner. Après Covid nous a un peu chahuté dans nos certitudes, mais en tout cas le projet c'était celui-là. Mais c'est sûr que les sources de Cheverny n'empruntent pas au code des grands crus classés de Bordeaux. C'est une viticulture différente, c'est une approche des vins différente, c'est un régal absolu parce qu'en fait le Val-de-Loire, il y a un dynamisme de fou avec des jeunes vignerons, des maisons des domaines qui changent de main, une variété de vins. En fait, les vignobles de la Loire, c'est 1000 km, le vignoble c'est 900. Donc en fait, tu peux pas ne pas trouver un vin à ton goût. Et donc pour les clients finaux, c'est triste à dire, enfin ou c'est chouette à dire, mais le Val-de-Loire, c'est un terrain de jeu génial et notamment pour nous clients français qui avons du mal à boire nous offrir forcément les grands Bordeaux ou les grands Bourgogne. Val-de-Loire, c'est un endroit génial. Terrain de jeu. Comment on débarque avec l'idée de décliner, mais tout en étant raccord avec l'endroit où on s'implante et l'expérience qui est déjà la vôtre quand on arrive là-bas d'un point de vue de la table? Est-ce que vous dites, bon, alors, on va faire un gastro, une auberge, un truc, c'est comme ça que ça marche, on a déjà le plan, ou est-ce que c'est beaucoup plus sensible que ça? Ça, la présence de 2 tables, ça sera présent dans toutes nos maisons Les Sources parce qu'on pense que c'est une obligation. Une obligation, pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de gens découvrent la table gastronomique par l'auberge. C'est une porte d'entrée magnifique. Les gens arrivent sur la pointe des pieds, ils sont en local, ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc, et parce qu'ils sont heureux à l'auberge, ils viendront un jour faire le dîner de fête ou en tout cas ils nous donneront notre chance au restaurant gastronomique. Ouais, c'est le tremplin, c'est la porte d'entrée, ouais. Ouais, et puis l'auberge, c'est une restauration qui est 7 jours sur 7. Donc, j'ai 14 services par semaine. Et ça veut dire que c'est le restaurant qui existe pour faire fonctionner l'hôtel. Et après, le restaurant gastronomique, on est plutôt à 7 services par semaine. Et là, ça veut dire que c'est une équipe dédiée parce que la proposition est très précise. Donc on arrive avec l'équilibre du produit, mais évidemment on s'adapte à la région en termes de produits. Tu vas me dire s'il y a eu des découvertes et comment s'est écrit le chemin là-dessus, mais une question que je me pose justement quand on se dit, bon, il y a un fond de roulement, forcément, 7 jours sur 7, il y a une espèce de petite machine qui tourne tout le temps quand on parle d'une brasserie ou d'une forme de restauration du genre. Est-ce qu'on va jusqu'à se dire,
le gastro peut ne pas être rentable. Est-ce que vous vous dites comme ça? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous arrivez à cloisonner les choses? Parce que moi, j'ai déjà entendu des chefs dire, c'est quoi, moi, en fait, moi, mon truc, c'est que je fais mon argent là-dessus, et le gastro, évidemment, faut pas que ce soit un gouffre, mais j'ai pas un objectif de gagner de l'argent avec. Mais pour ce qui est de gestion, moi, j'ai pas très envie je regarde pas le restaurant gastronomique de façon isolée. Je regarde la restauration dans son ensemble, y compris le petit déjeuner qui est souvent le repas que quasiment 100% des clients vont consommer. Donc, en tout cas, nous, dans notre modèle, on n'a pas une approche de dire, voilà, il est probable que le restaurant gastronomique, s'il n'avait pas de chambre d'hôtel ou s'il n'avait pas d'auberge, ne pourrait pas exister. Ne produirait pas, bien sûr. Voilà, mais il fait partie de la proposition, il fait partie de la destination. Et donc, enfin, je dirais, c'est assez logique. Il faut se donner du mal pour nos clients. Il faut s'efforcer de leur proposer des choses. Si on ne fait que les choses qui sont archi rentables, bah, on va manquer, on va être un lieu certainement pas assez complet. Mais alors demain, si un chef vient te voir, par exemple, et te demande ton conseil, toi, dans une région que tu connaîtrais, dans laquelle tu as déjà implanté ton hôtel et tes restaurants, et te dit, moi, je voudrais juste faire un resto gastronomique. Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, mais c'est pas possible, t'y arriveras pas, il te faut des chambres. Parce que moi, souvent, je me dis ça, je me dis, quand on est en province, si on veut monter en gamme d'un point de vue de la gastronomie, d'une table, sans solution d'hébergement, ça devient de plus en plus compliqué. Je veux pas saper le moral du chef qui vient me trouver pour me dire ça. C'est bon, fin de réponse, Jean. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en revanche, les restaurateurs indépendants, tu vois ce qu'a fait Bernard Pacaud, et les restaurateurs à Paris, mais les restaurateurs indépendants qui ont une proposition gastronomique, pour moi, c'est un exercice extraordinaire. Je suis absolument. Mais à Paris, À Paris, t'as des flux et t'as des notes de frais. Mais en province, c'est d'autant plus... au fin fond de la Bourgogne et de la Sologne, c'est dire, je vais les chercher. C'est d'autant plus respectable et en plus, souvent, à des rapports qualité-prix de fou. Mais est-ce que c'est jouable aujourd'hui de se lancer, selon toi, avec une table, sans chambre? Moi, je le ferais pas. Non, en tout cas, moi, j'ai pris le parti de ne pas le faire, mais parce que je suis pas quelqu'un, je serais chef de cuisine, j'aurais la maîtrise de mon environnement, de la totalité de mon métier, peut-être que je le ferais, mais je trouve que c'est beaucoup d'engagement. En plus, maintenant, si tu veux, les caves à vin deviennent des engagements financiers super importants. Voilà, mais c'est triste parce qu'on a besoin de ces tables, justement, en région qui parsèment le territoire et font nos itinéraires de choix. Mais les charges sociales, si tu veux, dans notre métier, ont effectivement eu raison, à mon avis, de ces modèles indépendants. Mais ça, on n'en parle pas, moi je trouve, ou on en parle très peu, mais je vois qu'il y a une génération de chefs doublement, triplement étoilés qui ont installé leur maison en indépendance, pas forcément d'ailleurs, juste en commençant par la table, et qui y ont réussi dans les années 70, 80, 90. Mais aujourd'hui, ce modèle-là, il n'est plus possible. J'ai l'impression que ce n'est plus possible du tout. Ce que tu décris me fait penser à la National 7 et un peu au Relais Château Historique, qui sont d'abord des tables magnifiques, et puis qui vont construire des chambres pour que les gens restent après le dîner. Et puis la taille moyenne, voilà, à l'époque des Relais Châteaux, sont de l'ordre d'une vingtaine de chambres, tu vois. Et c'est souvent un chef propriétaire avec sa femme. Et eux vivent très bien, à mon avis, jusqu'à la fin des années 80. Et après, on s'est rendu compte que ce modèle était très difficile à tenir si tu n'avais pas, moi j'estime, 40 chambres aujourd'hui. Donc ça veut dire que les 40 chambres, comme il faut énormément de capital, ou en tout cas un banquier très courageux et pour te suivre, c'est plus la même chose, et donc c'est un peu triste. Mais si on tire le fil, désertification de plein de territoires évidente, mainmise de ceux qui ont le capital, des groupes, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, dans 20 ans. Tu sais que parce que tu parles de la National 7, moi en l'occurrence, j'ai remonté en moto il y a pas longtemps. Putain, ça fout le bourdon, quoi. Ouais. En plus, la France est l'un des pays où il y a plus d'hôtels 2 étoiles indépendants. Et notamment, l'avenir, certainement, c'est que ces hôtels, il y aura une concentration avec des marques de grands groupes, mais qui feront de la qualité aussi. Grands groupes, ça veut pas dire, c'est pas un gros mot. Non, bien mais sûr. On aime bien la proposition des choses qui sont portées. Après, peut-être aussi qu'il y a des jeunes gens qui vont inventer d'autres modèles. Tu vois, il y a cette distinction Bib Gourmand qui est venue, qui est vraiment absolument formidable. Qu'est-ce que vous avez découvert auquel vous n'auriez pas pu vous attendre, ou quelles sont les adaptations que vous avez dû faire quand Cheverny est arrivé et que vous avez dû penser votre offre peut-être, et forcément, on le disait, différemment de celle que vous proposiez en région bordelaise? Parce que souvent, je suis très étonné, moi, parce que parfois j'entends des chefs très renommés qui s'expatrient un petit peu à la campagne
et qui se prennent les locaux de plein fouet. Et c'est des chefs, les mecs, ils ont des étoiles, ils arrivent, ils sont sur d'eux, et là ils se prennent des mecs, ils lui disent mais attends, mais moi je veux un gratin dauphine, des incompréhensions. Et souvent je vois des grands chefs trébucher sur le gars du coin en se disant putain mais le mec du coin il m'a mis à terre parce qu'il m'a dit ça et ça me fout le moral à zéro. Oui. Parfois il y a ça aussi, s'adapter c'est très compliqué, c'est marrant. Ça c'est sûr que. Est-ce que les locaux sont toujours accueillants? Non, globalement, moi je trouve que le Val-de-Loire est une région absolument magnifique parce que ce qui nous a Bordeaux, si tu veux, quand on se lance il y a un peu plus de 20 ans, c'est pas un territoire avec une culture de produits. Si tu veux, les vignes occupent tellement une grande partie du territoire que on fait une cuisine, la cuisine bordelaise est souvent une cuisine qui est au service des vins et du vin. Et puis c'est marrant parce qu'en 20 ans, ça a beaucoup bougé, notamment parce qu'il y a eu des chefs dynamiques, parce que il y a aussi aujourd'hui des gens qui s'engagent, il y a des maraîchers, il y a des éleveurs qui nous offrent et nous proposent des produits bien meilleurs. En Val-de-Loire, il n'y a pas cette dictature, je dirais, du verre et de la vigne. T'as déjà des maraîchers, des produits de dingue, la gariguette, les asperges, etc. Le potager de Chambord qui est à quelques kilomètres avec qui on travaille. Donc, il y a déjà une culture de produits de dingue. Puis nous, on est vraiment à la frontière, tu le disais, en fait, entre les jardins de la France, parce que les châteaux de la Loire, c'est Villandry, donc c'est des jardins absolument extraordinaires, avec Pays de la Douceur de Vivre, la meilleure météo qui existe, et puis cette forêt de Sologne. Donc en plus, on est à la lisière entre quelque chose où on a des maraîchers, des fruits, des légumes extraordinaires, et puis on a aussi la chasse, le gibier, etc. Donc en termes de produits, c'était presque plus lisible, et puis après on peut prendre la Loire comme fil conducteur, et c'est génial, et notamment sur les vins, on commence à Sancerre, on finit à Muscadet, et on a un panel de vins extraordinaire. Donc j'ai trouvé la Loire beaucoup plus facile à appréhender en termes de produits, en tout cas. Ouais, pour vous en saisir. Et comment vous l'avez envisagé quand vous débarquez sur un territoire comme ça avec le chef, justement? Comment ça s'est passé? Vous avez testé, vous êtes baladé, vous avez rencontré, ou est-ce que tu l'as laissé complètement autonome? Et c'est quoi votre rapport à ce niveau-là? Parce que là, vous vous connaissez, il y a une expérience, vous avez votre expérience, vous êtes garant aussi d'une image, de valeurs, tu les as énumérées. Donc on se dit quoi dans ces moments-là? Vas-y, je reviens dans un mois, je goûte, ou comment ça marche? C'est quoi les moments qui sont partagés? C'est un accompagnement plus permanent que ça. Alors moi, je trouve que la connexion avec les producteurs et les fournisseurs, elle est entre le chef et les producteurs. Il faut que les personnes se plaisent. Il faut que, en fait, finalement, les cuisiniers sont des passeurs. Donc il faut qu'il y ait une entente. Donc moi, j'interviens pas vraiment là-dessus. En revanche, de la même manière, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui viennent se présenter au sein de nos maisons et qui nous font des propositions parfois intéressantes de produits, etc. Donc ça se fait assez naturellement, mais c'est plutôt, quand on parlait tout à l'heure de responsabilité ou de territoire, c'est plutôt la responsabilité du chef. Et après, nous, en revanche, on trouve ça dans le sujet ou hors sujet et on se permet de le dire. Et on le dit comment quand c'est hors sujet, un chef? Parce que les chefs, et souvent les gens me disent, les chefs ont quand même beaucoup d'ego. Je dis ouais, non, en fait si, un petit peu parfois, et c'est normal parce que quand on s'est donné autant, c'est pas qu'une histoire d'ego, ça repose sur eux, beaucoup sur eux, et c'est une implication qui est grande. Non, mais on essaye d'être dans un échange en amont. C'est-à-dire que par exemple, moi, mais nos chefs de cuisine, ils nous parlent en amont de ce qu'ils ont envie de faire et on échange avec eux et on leur dit. Donc il y a jamais de surprise? La surprise, si, c'est quand même l'assiette finale, c'est la façon dont ça a été traité, mais de dire, tiens, j'ai décidé de travailler un oignon. Bon, voilà, ah bon, soit, pourquoi pas, allez-y. Si vous y croyez, faut y aller. Donc voilà, après, si tu nous dis, je vais faire des choses exclusivement à partir de... Je vais faire un menu tout oignon. Voilà. Ouais, bon, calme-toi. Non, mais tu vois, les produits, ça peut aussi être des produits et des espèces qui sont parfois exotiques, mais qui sont cultivés dans la région. En fait, voilà, je pense que c'est juste être dans le sujet. Voilà, être dans le sujet, avoir une bonne proportion de produits très locaux. Et par exemple, tu vois, nous, il y a 80% de nos approvisionnements qui se font à moins de 50 km. Mais il y a des moments pour un produit d'exception, il faut pas s'interdire d'aller un peu loin. Par exemple, les poissons de Loire, moi, très franchement, je trouve pas que ce soit des sujets où on passe des super bons moments. Donc, on aura si des on problèmes va avec Christophe et là, il y a pas longtemps. Mais non, mais ce qu'il a fait d'ailleurs est magnifique sur le fait d'appréhender ce territoire. Mais je trouve que par exemple, voilà, aller un peu plus loin et prendre un produit d'exception, on peut le faire. Donc, faut pas de diktat, quoi.
Ouais, ça a l'air assez fluide. J'ai l'impression que leurs sujets doivent être très très rares finalement, parce qu'il y a une espèce de dialogue constant, juste pour que les gens se représentent, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut finir cet échange. Je pense qu'il y a une forme de curiosité. En tout cas, moi j'en ai une à l'égard du quotidien que vous avez. Ça ressemble à quoi votre quotidien quand finalement vous vous retrouvez, et on se parle, tu vas peut-être nous éclairer aussi sur les projets que vous pouvez avoir et les choses auxquelles on peut s'attendre pour vous découvrir ailleurs peut-être prochainement, selon ce que tu peux dire. Ça ressemble à quoi quand on a 3-4 tables là, 2 tables là? C'est quoi votre vie? En plus de l'hôtellerie, parce que là, nous, forcément, on se parle des tables, mais il y a toute l'hôtellerie. En fait, notre vie professionnelle a vachement évolué, parce qu'entre ces 5 années passées au-dessus des cuisines à tout faire et à apprendre d'une certaine manière la totalité de nos métiers, et aujourd'hui le fait de mener 2 chantiers dans l'est de la France, en Bourgogne et en Alsace, elle a complètement changé notre vie professionnelle. Donc je te dirais qu'elle passe avant tout par les hommes et les femmes, c'est-à-dire la confiance, et des gens qui aujourd'hui à Bordeaux et à Cheverny font finalement mieux que nous. Et c'est pas démago, tu vois, je le pense vraiment. On a aujourd'hui des hôteliers, des restaurateurs qui sont des gens d'un grand talent, et donc moi, ma responsabilité, c'est de leur donner les moyens de bien s'exprimer, de bien leur expliquer le cadre de ce qu'on peut faire ou pas faire. Mais donc, du coup, ça ressemble à quoi? Vous êtes tout le temps entre un lieu, un autre? Ouais, c'est ça que les gens doivent se demander. Déjà, comme on travaille à 2, on peut se répartir. T'es où ce soir? Bonne nuit, moi je suis en Bourgogne. Moi je suis vendredi, j'étais à Bordeaux. Demain, vraisemblablement, je serai en Bourgogne parce que la réunion de chantier est le mardi. Voilà, donc mais ce qui est sûr, c'est que là, les chantiers, les ouvertures d'hôtels vont aspirer beaucoup de notre temps, parce que en gros, il faut 5 ans pour faire une adresse, 10 ans pour faire une grande maison. Donc ça veut dire que lancer une maison, c'est un job colossal, et on estime que c'est peut-être là qu'on va avoir le plus de valeur. Et après, confier le service, l'accueil de nos clients dans des maisons qu'on a lancées à des gens de grande qualité, c'est ça. Mais oui, on sillonne la France. Alors c'est le sacro-saint TGV, tu vois, c'est pas New York, Dubaï, etc. C'est Martillac, Rouffach, Vougeot. Mais on adore, parce qu'on a un pays en plus magnifique qui peut se révéler de nouveau, et voilà, c'est super. Mais on fait aussi bien du bâtiment. Je dis avec Alice, on est finalement un tandem. On est les seuls dans notre profession à faire de l'acquisition, parce que c'est nous qui montons le deal, jusqu'au choix de la petite cuillère. Parce que moi, j'ai beaucoup plus maintenant d'engagement financier, notamment. Je suis très bien accompagné par une équipe que j'ai constituée depuis 3 ans, mais on a évidemment des prêts bancaires. Pour t'aider à développer, c'est ça? Alors développer, oui, mais on a, si tu veux, emprunté beaucoup d'argent pour mener nos produits, donc ça veut dire que forcément, on doit être un peu plus précis, un peu plus régulier sur la façon dont on donne des nouvelles de notre entreprise. Donc en fait, c'est une PME qui grandit, tout simplement, et qu'on essaie de structurer au mieux sans perdre l'esprit des débuts, l'esprit un peu entrepreneur de l'art de vivre, pour boucler. C'est-à-dire qu'on essaye avec Alice, tu vois, de dire des maisons inspirées, des maisons inspirantes, c'est-à-dire de rester attaché aux détails, de pas se dire que on va prendre une tasse un peu standard parce qu'elle nous arrange, de continuer à réfléchir à quel bouquin on met dans quelle chambre à disposition des clients. Je trouve que c'est ça l'acharnement. Ça, 15-20 ans plus tard, ça vous anime encore? Ouais. On se rend compte que c'est vraiment, le plus important, et 2, la façon avec laquelle on peut rivaliser avec des grands groupes, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont des groupes hôteliers, des acteurs de notre métier, qui ont des moyens colossaux, et donc c'est pas les moyens financiers qui vont faire la différence entre nous, c'est l'acharnement avec lequel les clients vont arriver dans des lieux dont ils estiment qu'ils sont inspirants parce qu'ils ont été inspirés. Est-ce que les enfants sont dans cette même perspective, et est-ce qu'eux, ils sont inspirés? Est-ce que ça leur parle? Est-ce que parce qu'ils grandissent en vous voyant? C'est très contradictoire ce que je vais te dire. On les a préservés ou tenus à l'écart de notre vie professionnelle. C'est-à-dire que là, il y en a un qui passe le bac et notre fille qui passe son bac français. Donc, tu vois, va arriver le moment de l'orientation. On a essayé de leur dire que c'était pas du tout une obligation. C'est-à-dire qu'ils pouvaient vraiment vivre leur vie. Et on leur a aussi beaucoup répété qu'on faisait ça pour nous. C'est-à-dire qu'avec Alice, on a l'honnêteté de dire qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, et c'est un trip égoïste. Donc on le fait pas pour eux, on leur a beaucoup dit. On les a préservés de ça, on les a pas du tout élevés en leur disant c'est vous qui reprendrez, etc. Et en même temps, comme ils le disent, on les a saoulés parce qu'ils ont toujours entendu les repas de famille, même à 4, où on leur parlait, ça a été notre vie. Donc on a parlé que de ça.
Et heureusement, notre fille nous rappelle alors en disant bon, non, là vous arrêtez de parler de boulot. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est eux qui nous en parlent parce qu'ils ont l'âge du coup pour commencer un peu à travailler. Donc pour gagner des sous, nos métiers c'est génial. Donc ils vont faire un peu de commisage dans les restaurants et en plus comme on a des managers qui sont extraordinaires, voilà. Et puis ils verront bien si c'est un univers qui leur plaît quand ils en auront totalement conscience, parce que le résultat final de nos métiers, il est génial. Quand tu le perçois en tant que client et que ça marche, ça va. Mais c'est vrai que l'engagement que ça demande, les engagements humains et financiers sont costauds, quoi. Voilà. Il fallait être presque un peu fou pour faire ça quand t'es une PME 100% française. Si tu dois donner un conseil à un des gens qui voudraient se lancer justement dans ce monde qui est l'hôtellerie, mais là elle est très incarnée aussi par la table parce que ça lui donne une prise sur le territoire et tout ça. Quel est le conseil que tu donnes le plus évident aux gens qui viennent te voir pour parler de ton métier, et quel est le conseil que tu donnes aux couples qui ont envie d'entreprendre ensemble? Parce que ça aussi c'est un métier dans le métier. En fait, je trouve que nos métiers, ils ont une chance, et la restauration en particulier, c'est que tu peux te lancer avec beaucoup d'envie et peu de capital. Tu trouveras un restaurant dont tu peux être gérant et que tu peux faire mieux marcher. Et il y a tu en parles souvent, mais il y a des succès magnifiques dans notre profession récente, avec des gens qui sortis d'école avec un peu d'expérience ont fait des choses. Mais en même temps, j'arrête pas de dire ces derniers temps qu'il faut un peu de kilomètres au compteur. Je pense qu'il faut pas être trop impatient non plus. C'est pas mal de se donner, quand on a un projet entrepreneurial ou quand on a envie d'y aller, mais il faut aller se faire des saisons, il faut aller s'aguerrir un petit peu, parce que ça vous fera gagner du temps après. Ouais. Voilà. Et donc c'est un peu contradictoire ce que je te dis, c'est on peut se lancer très jeune dans notre métier, mais c'est pas bête d'aller essuyer un peu les plâtres dans certaines expériences, et puis quand on sera à balles réelles, d'avoir eu ce vécu-là. Et puis en plus, les expériences, souvent, et dans les invités que tu as eus, ils en parlent beaucoup, les expériences qu'ils ont eues professionnelles les ont marquées, les ont influencées dans finalement le projet qu'ils ont mené. Ça sert. Donc faut pas être impatient, c'est entre 20 ans et 30 ans, il y a une décennie, c'est pas grave de consacrer 1 an, 2 ans à s'aguerrir, à les découvrir. Je trouve que c'est ça. Or, on est dans une époque où on veut aller à 200 à l'heure, où les gens il faut vite claquer une réussite sur LinkedIn ou machin et dire que... Ah ouais, ça, cette dictature de l'annonce de poste, elle est dingue. Ouais. C'est fou. Et conseil pour les couples, ça va être difficile pour moi d'essayer de donner... Le début, je te parlais de territoire. C'est pas mal de se répartir parce que c'est un peu compliqué. Alice s'occupe de décoration, marketing, commercialisation, distribution, et moi je vais m'occuper de développement, d'opération, de ressources humaines. Et ce qui est sympa avec le temps, c'est qu'après, tu acceptes beaucoup plus que l'autre vienne sur son territoire. Ouais. Tu arrives même à poser des questions sur ça. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tu l'as exploité et parce que tu sais que t'es un peu plus sûr de toi. Au début, comme t'es pas sûr de toi, t'as envie que l'autre te foute la peine dans ton couloir. Ouais, et te laisse te planter. Et donc voilà. Donc le conseil que je donnerais, c'est répartir. C'est un truc qu'on se dit. Il faut pas avoir peur de se le dire finalement. Ouais, on se l'est dit. Pas au tout début d'ailleurs, ça s'est fait un peu naturellement, mais après tu vois, il y a presque un peu quelque chose de social et de culturel dans la répartition des rôles. Moi je dis souvent qu'Alice a ménagé mon ego en me laissant être président de la boîte et en étant DG, tu vois. Et il doit y avoir un truc un peu machiste dans cette approche-là parce qu'elle a évidemment les mêmes pouvoirs que moi. Mais non, après c'est des métiers dans lesquels on est fort. Moi, souvent on dit Alice a pris la meilleure partie du job. Moi, en fait, j'ai la partie du job pour laquelle j'ai été fait. Je sais pas si c'est la mieux ou la moins bien, mais en tout cas, moi, c'était mes qualités et les siennes s'expriment là. Donc, il y a pas de règles là-dessus, mais c'est d'abord peut-être des territoires. Et puis après, pareil, une fois qu'on a trouvé son rythme et sa carburation, de pas hésiter à poser des questions à l'autre et à le laisser entrer sur notre territoire, parce que c'est quand même sympa d'être en tandem pour ça, quoi. Ouais, in fine, c'est quand même pour partager l'histoire. Ouais, partager l'histoire, et puis surtout, t'es jamais tout le temps bon. T'es d'ailleurs assez souvent mauvais. Donc d'être deux, ça veut dire que tu compenses pas mal l'autre. C'est quoi le beau moment qui te revient en mémoire quand je te dis de votre histoire à tous les deux, parce que vous la portez à deux, cette histoire, et finalement elle commence à avoir une jolie traîne?
parce qu'on s'est parlé, on a couvert 2 décennies là quasiment. C'est quoi le moment qui te revient en mémoire, qui t'a touché, Il est très récent parce que je crois que c'est le 17 janvier 2025. Je suis au forum des métiers du lycée de mes enfants et donc je vois des copains de mon fils, des jeunes de terminale et je leur parle d'entrepreneuriat. Et puis je suis avec un autre chef d'entreprise d'ailleurs qui fait autre chose, du retail. Et puis il y a un SMS qui arrive à une des pauses, parce que je regarde pas mon téléphone devant les jeunes, pas de mauvais exemple, et qui me dit toutes nos félicitations pour cette Légion d'honneur. Et donc on a été distingué de la promotion de janvier, mais si tu veux, comme ça a été un peu perturbé par les remaniements ministériels, c'est arrivé, voilà. Et donc finalement, moi ça m'a énormément touché, et avec Alice ça nous a touché parce que ce que l'on fait depuis 20 ans, on a essayé d'aligner toutes nos ambitions. L'ambition de réussir en tant que jeune diplômé d'une école de commerce, je dirais matériellement, de gagner notre vie, d'avoir une belle maison, de passer des bonnes vacances. Mais on a un vrai amour pour notre pays, pour nos territoires, pour les gens, et donc pour nos jeunes Français. Et donc de se dire qu'il y avait une reconnaissance d'un engagement qui n'était pas qu'un engagement économique, mais qui a vraiment été, tu vois, un sacerdoce pendant 20 ans. Ça nous a beaucoup touché. C'est une distinction qui nous a, la nation reconnaissante, ça nous a vachement touché. Et puis, comme le dit l'ordre, ce n'est qu'une invitation à poursuivre. Donc, on est encore au boulot pour 2 décennies. Mais voilà, c'est vraiment ce truc-là. C'est-à-dire, si on avait un regard strictement financier, on ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. C'est trop de risques et de boulot pour un rendement assez faible. Mais en revanche, quelle chance incroyable de donner... de transformer le talent de jeunes gens en succès pour eux, de voir des chefs gagner des étoiles comme ça. Voilà, c'est épanouissant et nous, on a une vie professionnelle. On a une vie professionnelle hyper complète, mais ce qu'il faut aussi dire aux gens qui vont se lancer, c'est qu'il y a 20 ans, nos copains nous regardaient comme des has-beens. Ils bossaient en finance, ils avaient des super salaires. Nous, on partait pas en vacances. Et donc, on peut avoir raison 20 ans après. Vous vous découragez pas. Faut pas lâcher. Merci, Jérôme. Salut. Eh ben ça fait du bien d'avoir une parole d'entrepreneur comme celle-ci. Évidemment, on va pas lâcher, évidemment si on veut y arriver, il faut pas se décourager et vous avez vu, derrière l'image du couple qui lève des millions, il y a une autre réalité, beaucoup plus simple. Il y a une jolie histoire d'amour et une envie de s'impliquer, une inconscience aussi au départ et des erreurs par dizaines avant, petit à petit, d'affiner le trait, de le trouver d'ailleurs, de mettre des mots sur la manière dont on veut se raconter. C'est passionnant de se dire qu'ainsi, un lieu avec le temps trouve sa patine et finalement son intention. Moi je demande souvent aux chefs et à celles et ceux qui créent de me donner leur phrase. Parce qu'au fond, quand on réfléchit le marathon que décrit Jérôme, l'aventure dans laquelle celles et ceux qui entreprennent se lancent, elle finit toujours par se résumer en quelques mots. Au début de l'histoire, souvent, il y en a trop des mots. Souvent ça part dans tous les sens, parfois on les cherche. Puis petit à petit, on tombe sur une valeur qui nous parle et un mot s'éclaire. Puis le temps faisant, encore un autre s'y ajoute. Et ainsi, lentement, pas en 1 an, pas en 2 ans, et non, arrêtez, pas en 5 ans non plus, non. Avec le temps, une phrase se dessine et s'écrit plus précisément. Comme le geste d'un chef qui s'affine, comme l'assiette qui s'épure avec le temps, on finit par aller vers soi, par trouver les mots, par trouver la voie. Allez, on y croit. Et merci infiniment, Jérôme, d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire. Bise à toute la famille, bise aussi à mes auditeurs et auditrices, ma famille à moi finalement, qui m'aide à faire de chef ce repère dans le monde de la gastronomie, cet endroit en tout cas où les acteurs et actrices de la table se retrouvent pour nous dire leur vérité, leur réalité. Ça grandit, cette histoire, et c'est grâce à vous, chers amis. Alors continuez, notez ce podcast sur votre plateforme si vous ne l'avez pas fait, partagez-le sur les réseaux, mettez en story sur Insta les épisodes quand vous avez kiffé, écrivez-moi votre point de vue, j'adore échanger avec vous. Et puis débranchez aussi, c'est important, cuisinez, faites le marché, bouquez-vous un week-end en amoureux aux sources de Colali ou de Cheverny, et si vous croisez John Legend au spa, soufflez-lui le nom de votre podcast préféré. Allez, salut!